pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 67. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va revenir à la base aux jeux vidéo, puisqu'on va parler de Neo Geo. C'est un mot qui nous faisait un peu rêver quand on était gamin. Je suis Daniel Andriev, et de l'autre côté de la planète, c'est le matin, et c'est Benjamin François, alias Quix. Comment vas-tu, Benji ? Salut Daniel, salut aux auditeurs, c'est le matin, il est 11h30, j'ai eu le temps de prendre mon petit déj tranquillou. Mais effectivement, on va parler de Neo Geo, et comme tu l'as dit, c'est quand même une machine qui a fait rêver beaucoup de monde dans les années 90, parce que c'était une machine qui était un peu réservée à une élite fortunée, on va dire. Hein. Ou alors il fallait absolument saigner et être prêt à avoir un jeu tous les 3 ans. Tout de suite, t'es un peu clivant, mais d'abord, on va parler un peu de ton actu, puisque tu m'as dit, ça y est, tu avais pas assez de machines de jeux vidéo, ça y est, tu vas avoir ta PS4. En fait, c'est une histoire un peu rigolote. Je me suis retrouvé sur... On aime les histoires rigolotes. Oui, je me suis retrouvé sur Polygon, je ne sais même plus pourquoi c'était. Et tu sais, à la fin de leurs articles, généralement, il y a des petits liens genre « Ah, vous avez aimé cet article, vous aimerez peut-être celui-là ». Et l'article en question, c'était « Voici où vous allez pouvoir acheter la PlayStation 4 série limitée 500 millions ». Et je me dis, c'est quoi cette histoire ? Alors je clique et je lis l'article et ça explique, voilà, Sony a décidé de célébrer la vente de sa 500 millionième PlayStation, donc tout modèle confondu bien sûr, hein, de la PS1 jusqu'à la PS4, et j'imagine que ça inclut les portables aussi. Mais donc ils en ont vendu 500 millions, donc pour fêter ça, ils ont sorti une série limitée de 50 000 exemplaires d'une PS4 Pro 2 Tera bleu translucide. Alors moi je vois bleu translucide et ça fait boum boum dans mon cœur comme on dit. Moi j'étais très fan de la mode dans les années 2000 des consoles transparentes. J'avais acheté ma GBA Glacier transparente, j'en étais tout content. J'avais pris des manettes transparentes pour GameCube. Enfin voilà, moi je trouve ça génial, le fait de pouvoir voir l'intérieur de sa manette ou de sa console. C'est un truc c'est ton côté un peu tuner, faut le dire. Peut-être, ouais, c'est le côté j'aime bien voir comment fonctionnent les choses. C'est peut-être pour ça que j'aime bien les Lego. C'est peut-être, tu vois, enfin, j'en sais rien. Il y a peut-être une logique derrière ça. Mais toujours est-il que j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, 50 000 exemplaires, j'y crois pas une seconde. Mais on va quand même tenter le coup des fois que. Et je vois que l'article liste donc une suite de sites. Genre, il y avait Amazon, il y avait Best Buy, il y avait Target. Et donc, je me suis créé mes petits bookmarks. Et puis, comme il disait pas exactement quand ça allait sortir, il disait juste que GameStop allait la vendre à minuit. Mais il disait pas si c'était minuit heure de New York, ou minuit heure de Chicago, ou minuit heure de Los Angeles. Donc du coup, toutes les heures, en fait, j'ai refresh sur mes bookmarks, et à un moment, ding, j'ai vu qu'il y avait un lien pour acheter sur Best Buy. J'ai cliqué sans trop y croire, et puis ça a marché. Et voilà, et donc je savais que je voulais une PS4 pour jouer à Red Dead Redemption 2, donc c'est pas un achat complètement inutile, c'est juste un achat un peu plus prématuré que prévu. Et du coup, je pense que je vais faire Horizon, je vais faire Spider-Man, je vais faire Bloodborne, puisque j'ai décidé de donner sa chance à Bloodborne, même si tu sais que Dark Souls n'est pas mon jeu de cœur, mais j'ai décidé de donner sa chance à Bloodborne, puisque je sais que c'est un peu différent. Donc voilà, il y a toute une série de jeux que je vais pouvoir faire, puisque ça y est, ça je l'ai... Ça veut dire qu'il reste un petit cœur au fond de toi, c'est ça que ça veut dire. Oui, parce que j'ai dit que ça fait boum boum dans mon cœur, c'est bien qu'il y ait un cœur. Et j'ai même décidé de redonner sa chance à la série Uncharted, sachant que j'ai pas du tout aimé le premier, mais que tout le monde me dit, il faut absolument que tu fasses le 2. L'Uncharted Collection était à genre 12 balles, je l'ai chopé, comme ça je la ferai au moins en joli, en remasterisé. Donc voilà, j'ai chopé, donc j'ai Horizon et Uncharted, maintenant j'attends Red Dead Redemption 2. La console est toujours pas ouverte, puisque ma télévision est toujours dans un carton, que je n'ai pas, qu'on n'a pas encore la place dans le séjour. Me dis pas que tu n'as pas retrouvé le carton de ta télé. Ah si, je sais très bien où est le carton de ma télé. D'accord, parce que j'ai juste pas du tout la place pour l'instant pour l'ouvrir en fait, pour la mettre en place, parce que mon séjour est encore un immense bordel. Mais c'est pas la seule console que j'ai toujours pas ouverte, hein. Tu sais que ma Super NES Mini est toujours dans sa boîte et je la regarde avec amour, mais je l'ai toujours pas ouverte non plus. Donc bon, je vais commencer à faire une collection de consoles que j'achète et que j'ouvre pas, tu vois, en plus des jeux que j'achète et que je commence pas. Fais-la gagner avec un concours, RT plus follow. Et tu sais que la PS4, là, série limitée, alors ça a un peu baissé, mais j'ai vu que immédiatement après qu'elle soit sold out sur Amazon, ça montait à 1700, 1600 $. Et j'avais des amis qui me disaient, mais vas-y, mais revends-la et achète-toi une télé 4K et une PS4 Pro normale.
Mais moi, j'ai pas envie. Elle est bleue translucide et elle est cool et j'ai envie de la garder. Et rien que la Ouais, boîte, mais elle est bon, super classieuse. Tu sais très bien que c'est de la pure spéculation et que ça Bien va sûr, baisser. et puis ça a déjà baissé. Hein. Mais voilà, non, c'était un achat un peu sur un coup de tête, mais il y a une raison derrière. Il y a des jeux que j'ai envie de faire. Et elle est bleue translucide, putain, elle est tellement jolie, donc je la garde. Mais tu vois, puisqu'on parle des jeux que j'avais jamais commencé, l'autre jour, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me lancer dans un jeu un solo, là, un long jeu solo. Et je me dis, je vais faire Assassin's Creed Origins, que j'ai toujours pas fait. Et je me rends compte que dans mon backlog, j'ai Assassin's Creed Rogue, que j'avais acheté, je sais pas, il avait dû tomber à moins de $5, et je m'étais dit, tiens, je le prendrai à l'occasion. Donc, j'ai fait celui-là, j'ai commencé celui-là pour le faire. Et Assassin's Creed Rogue cristallise absolument tout ce que j'ai détesté dans Assassin's Creed Black Flag. Je sais que toi, t'étais très client de Black Flag, et moi, pas du tout. Moi, j'ai fait une overdose de bateau dans Black Flag au bout de 3 heures, et dans Rogue, j'en ai fait une au bout de 30 minutes. C'est un copier-coller de Black Flag avec en prime le protagoniste le plus insupportable de toute l'histoire d'Assassin's Creed. Donc si tu n'aimais pas Connor dans Assassin's Creed 3 ou que même Edward te laissait indifférent dans Black Flag, Shay Cormac d'Assassin's Creed Rogue, mais j'ai envie qu'il crève. Et alors le twist, c'est qu'il devient Templier. Ouh, le twist. Mais tu le détestes dès le début. Dès le début du jeu ? Assez vite, hein, il devient Templier au bout d'environ 2 heures. Ah, mais écoute, c'est l'épisode que j'ai jamais fait. Écoute, ne le fais jamais, c'est nul à Yesh, franchement. Après, toi, t'as adoré Black Flag, donc peut-être que ça te plaira, mais moi, ça m'a vite saoulé, et le perso est tellement naze. Donc voilà, donc Assassin's Creed Rogue, je vais, en fait, je le fais vraiment, je suis en train d'essayer de rusher la quête principale, mais même en voulant rusher la quête principale, il y a plein de moments où on te fait faire du bateau, on t'oblige à faire des trucs. Et à un moment où tu arrives à New York, alors tu dis ah cool, bon c'est une ville que j'ai déjà vue dans le 3, mais au moins je vais faire de la grimpette sur des toits. Et en fait on te retire New York au bout de 15 minutes pour te pousser à refaire du bateau. C'est un peu comme si on te tendait, tu vois une glace et t'as à peine le temps de mettre 3 coups de langue dessus et on te l'arrache. Voilà, c'est un peu... On te l'a donné, on te le reprend. C'est ça, on t'a donné New York, t'as le temps de te balader dans un tout petit quartier et ensuite on te le reprend. Ah putain, quel enfer. Donc c'est un cauchemar. Je vais essayer de le rusher le plus vite possible. Tu sais qu'il y a Assassin's Creed Grèce qui sort et bientôt. Je sais, là. mais comme j'ai toujours pas fait Origins, je prendrai Grèce quand il sera en solde. De toute façon, j'ai pris Origins à pas cher aussi, donc j'attendrai que Grèce descende. Le mec, il a une pile de jeux de ouf. Parce que j'en ai pas parlé, mais j'ai commencé Persona 1. Donc, What? Tu sais, oui, j'ai acheté Persona 1 sur Vita. Tu le fais sur Vita, ok, d'accord. Et je le fais sur Vita, ouais. Et j'ai acheté Persona 1, j'ai acheté les 2 Persona 2, Persona 3 et Persona 4 Golden sur Vita. Puisque la Vita accueille donc 5 jeux canoniques de la série Persona. Et pour le 5, je le prendrai sur PS4 vu que j'en ai une maintenant. Tu vois un peu mon plan. Ton plan pour passer 800 heures sur... T'auras le temps de faire des podcasts après ou... Je ne sais pas, peut-être, on verra. En tout cas, j'ai eu le temps cette semaine d'aller dans un endroit qui s'appelle 2-Bit Circus. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Il y a eu 2-3 articles qui sont parus dans la presse. C'est une salle d'arcade nouvelle génération. Ça vient d'ouvrir à Los Angeles. Et derrière, il y a un nom surtout qui a fait parler. C'est le fils de Nolan Bushnell qui était déjà... Donald Bushnell, tu connais, c'est le mec qui a conçu Pong, oui. Qui derrière a lancé Dave & Buster's, qui est un peu ce qui a inspiré La Tête dans les nuages en France. Dave & Buster's, c'est donc des restos, bars familiaux avec des bandes d'arcade. Dave & Buster's, si tu veux, il y avait beaucoup de bandes d'arcade à une époque. Maintenant, il y a ce que j'appelle des bandes d'arcade du pauvre, à savoir des jeux mobiles convertis en jeux d'arcade. Genre Doodle Jump en jeu d'arcade ou Fruit Ninja. C'est la tristesse absolue. Moi, ça me donne envie de me flinguer. Alors, dans tous les Dave & Buster's, il reste encore quelques vieilles bornes. T'as encore 2-3 jeux de caisse. T'as encore un Time Crisis 4 qui traîne par là, tu vois. Mais c'est surtout des jeux mobiles. Ou alors le jeu de cartes Injustice dont j'avais déjà parlé. Voilà, 2-Bit Circus a été fondé donc par le fils de Nolan Bushnell. 2-Bit Circus se veut... une nouvelle expérience puisque c'est une salle d'arcade avec de la VR. Alors je sais que c'est pas nouveau, je sais que ça existe déjà, des salles de jeux en VR. Leur concept c'est que ils y ajoutent une escape room, un labyrinthe en VR, des salles privatives évidemment pour la VR, des cases de VR en accès plus ou moins libre parce qu'il faut quand même faire la queue, des bornes d'arcade plus classiques et un trivia en fait. Qui est à horaire régulier, à des jours spéciaux, j'imagine. Et donc voilà, c'est un espèce de mix de tout ça, et ça se présente comme the next big thing, le truc un peu hip, un peu trendy, qui vient de sortir à Downtown LA. Et les articles dans la presse étaient plutôt encourageants. Donc là, j'y suis allé pendant ce qu'ils appellent la sneak preview. Donc c'est tarif réduit,
tout le monde y a accès, mais il faut réserver évidemment, et l'ouverture officielle c'est dans un mois. Donc évidemment, les entrées sont très limitées, tu y vas en tant que insider entre guillemets, mais même si c'est ouvert à tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est pas l'ouverture publique officielle, et tu payes, c'est 25 balles, on te donne une carte pré-remplie avec des crédits. Alors ça déjà c'est un petit peu une astuce, mais je vais revenir dessus. Une carte qui a valeur de $50, donc tu payes moitié prix en tant que sneak previewer. Alors pourquoi je dis que la carte c'est un petit peu une arnaque ? Bah, c'est un truc qui vient d'ailleurs de Dave & Buster's, c'est qu'au lieu de mettre des quarters ou des pièces dans tes bornes d'arcade, tu as une carte prépayée que tu passes sur un lecteur et qui ensuite te rajoute tes crédits. Là où c'est un peu de l'enflade, c'est que chaque jeu a des tarifs différents et que c'est assez dur de suivre en fait combien tu dépenses. C'est fait exprès pour que tu saches pas combien tu mets finalement dans la borne. Parce que quand tu passes ton machin sur le lecteur, ça te prélève, alors c'est indiqué le nombre de crédits que ça coûte, mais il faut que dans ta tête tu fasses la conversion en dollars pour savoir à peu près combien coûte chaque jeu. Ça leur permet de mettre des tarifs différents pour chaque jeu, genre celui-là est à 14 crédits, celui-là est à 16 crédits. Et au bout d'un moment t'as du mal à suivre, donc tu te retrouves à dépenser plus que tu ne l'aurais fait si tu mettais des quarters. Là où ça commence un peu à merder, je vais dire, c'est que déjà de base moi j'étais intrigué par le concept, un peu enthousiaste parce que les retours dans la presse étaient bons, mais je me disais quand même pour des jeux en VR, ils ont intérêt de nettoyer les casques régulièrement parce que c'est vite dégueulasse quoi. Enfin tu vois la VR, tu sues dedans, c'est pas forcément super propre, donc et il faut espérer que ça soit nettoyé régulièrement et qu'il n'y ait pas trop d'attente, puisque évidemment le temps de préparer le matos, ça va créer de l'attente. Alors eux, ils ont résolu le problème, ils nettoient pas, ils mettent à disposition des lingettes et c'est toi qui nettoies si tu veux. Donc je trouve ça pas génial, sachant que je me rappelle avoir lu des articles expliquant que il y a quelque chose qui s'appelle l'herpès oculaire, je savais même pas que ça existait, mais qu'apparemment avec la VR, tu m'étonnes. C'est quelque chose qui a été assez présent sur les salons pour les gens qui s'essayaient à la VR, donc déjà ça c'est pas génial. Que en plus ils sont pas du tout organisés en matière de file d'attente. Donc quand tu arrives, déjà tu remplis une décharge au cas où tu vois la VR te rendrait malade, que tu aurais des nausées, que tu aurais la tête qui tourne. Imagine si derrière tu prends ta bagnole et que tu as un accident, eux ils veulent se décharger de ça. Donc déjà tu passes du temps pour remplir ta décharge, ensuite tu passes à la caisse, et ensuite il faut refaire la queue ailleurs à une autre caisse qui est très mal indiquée, où on va te débiter tes crédits pour te dire revenez à telle heure pour faire de la VR sur les walk-ins, les bornes en accès libre. Là c'est déjà pas super bien organisé parce qu'il n'y a rien pour gérer la file, donc du coup les gens ils attendent un peu dans une file un peu disparate, qu'ensuite quand tu reviens t'es mis un peu au petit bonheur la chance parce qu'il n'y a pas d'horaire vraiment fixe, donc déjà de base c'est un peu une incitation à prendre une salle privée, sachant que la salle privée au final tu la réserves pour 30 minutes, le walk-in c'est 10 minutes, la salle privée c'est 30 minutes minimum, mais tu payes plus cher que si tu faisais 30 minutes en walk-in, donc tu vois pas trop l'intérêt de prendre 30 minutes si tu payes plus cher. Donc nous pour patienter on s'est dit on va aller voir ce que ça donne leurs bornes un peu classiques, les bornes rétro. Alors il y a 2 flippers et 4 bornes classiques qui se battent en duel, c'est un petit peu la misère totale quand tu sais que 4 blocs plus loin il y a 82 qui est ce fameux bar avec une trentaine de bornes d'arcade, une vingtaine de flippers dont j'avais déjà parlé ici et où je t'avais déjà emmené d'ailleurs. Donc la comparaison est un peu cruelle si tu veux. Donc sur leurs 2 flippers il y en a un où la balle se coinçait régulièrement, sur leurs 4 bornes d'arcade il y avait un Mrs. Pac-Man, un Centipede, un Radar Scope et un Street Fighter 2 Turbo. Voilà, lui s'était perdu à côté des autres trucs. Et le reste, c'est un peu la zermie. Il y a une espèce de pseudo-borne d'arcade avec un PC dedans qui faisait tourner Hidden in Plain Sight. Je rappelle que Hidden in Plain Sight, c'est un freeware sur PC. Donc il te le met dans une borne d'arcade, j'ai trouvé ça un petit peu abusé. Il y a un truc... Je trouve ça plutôt rigolo. Ouais, moi je trouve ça un petit peu du vol. Il y a un truc, il y a une borne Killer Queen qui est un jeu indé qui se joue à 10 sur le concept, ça a l'air très bien. Le truc c'est qu'il faut se taper un tutoriel qui fait 10 pages avant de pouvoir jouer, et là tu te dis mais qui a envie de lire 10 pages avant de jouer à un jeu d'arcade, enfin qu'est-ce que c'est que cette erreur? Bref, on arrive sur les bornes VR, et là en fait c'est des Vive Pro, donc c'est de la bonne cam, mais derrière c'est des jeux Steam, donc il n'y a pas tellement d'intérêt, enfin après ça coûte cher la VR, donc j'imagine que tout le monde n'a pas un casque VR, moi j'ai pas de casque VR, mais je peux aller chez un pote qui en a un. J'ai joué à Super Hot VR, super expérience, c'est génial, mais j'aurais pu aller chez mon pote. Donc je peux comprendre que pour les gens qui ne connaissent personne qui a un casque VR, ça peut avoir un intérêt, mais c'est cher, il y a beaucoup d'attentes, et derrière le reste c'est nul. Ils sont pas organisés, ils sont trop chers, enfin, et encore, dis-toi que nous on a attendu alors qu'on était à une sneak preview avec vraiment pas grand monde.
dans le concept même, la VR en accès libre, ça veut dire que si les gens jouent 10 minutes, imagine, il y a 20 personnes, il y a 4 casques en accès libre. 20 personnes, ça veut dire 50 minutes d'attente, sans compter le temps pour retirer le casque, le mettre en place, lancer le jeu. Bref, honnêtement, moi je pense que c'est très très mal parti et que les reviews plutôt bonnes qu'ils ont eues jusqu'ici, c'est parce que les journalistes, ils étaient invités à une soirée où ils étaient que entre eux, qu'il y avait 50 personnes, que du coup ils ont jamais attendu, qu'ils ont fait les trucs, et que voilà, c'était rapide et efficace, alors que là, à partir du moment où il y a du public, ça marche plus du tout. Donc, je pense que ce truc-là va se vautrer. Après, ce serait pas la première fois qu'une de mes prédictions se réalise pas, hein, si ça se trouve, ça va super bien marcher, mais je suis pas optimiste, mais alors pas du tout optimiste. Je leur donne 6 mois, j'y retournerai peut-être dans 6 mois pour voir si ça évolue en bien, mais honnêtement, je suis même pas sûr que dans 6 mois, ce sera encore ouvert. Donc si tu passes à Los Angeles et que tu es intrigué par l'idée de voir une salle d'arcade VR, écoute, on pourra y aller. Mais sinon, je ne recommande pas, si vous venez dans la région, plutôt que d'aller à 2-Bit Circus, qui en plus est dans un coin archi craignos de Downtown LA, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui se fassent un petit peu rançonner à la sortie, allez plutôt à 82. Voilà, si vous avez envie d'une expérience d'arcade vraiment sympa. Comment t'as bien donné envie à tout le monde de faire écoute, ça. Daniel, ça s'appelle After Eight. Il faut hater. Si mon hélico arrive à faire Paris-Los Angeles, écoute, je viendrai. Ça s'appelle After Eight, il faut hater. Je suis désolé, 2-Bit Circus, pour moi, c'est vraiment, vraiment pas au point. Et en étant gentil, je dirais que c'est pas génial. Après tout ton c'est bien. hate, attends, j'ai haté pendant 20 minutes, là, c'était bien. Non, je vois. J'ai daubé sur Assassin's Creed Rogue, j'ai daubé sur 2-Bit Circus. Honnêtement, là... On a atteint un vrai quota de hate, ça faisait notre très public va être longtemps. content. Et je pense que toute la communauté de Los Angeles qui écoute le podcast va être ravie. Donc moi, je vais faire moins long. Du coup, je vais me rattraper aux recommandations. Je vais faire 30 minutes de reco. Mais prends ton temps, Daniel. On n'est pas aux pièces, franchement. Ouais, c'est vrai. Pour ma part, écoute, je rentre du Kenya. Parce que je suis comme ça en général quand on me dit j'ai un canapé de libre, il suffit juste que tu prennes ton billet d'avion. C'est le genre de truc que je fais. Est-ce qu'on t'a dit j'ai un hélicoptère? Non, il n'y a pas d'hélicoptère dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya, t'étais au Kenya, Daniel. T'étais pas au Himalaya. Non, je plaisante. Non, en fait, quand tu me parles d'hélico et de montagne, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je pense à Jean Tibéri. Tu sais cette histoire. Tout à fait. Ah oui. Non, mais c'est très. Je me rappelle. Oh mon dieu. L'histoire où ils sont allés envoyer l'hélicoptère dans l'Himalaya pour chercher le juge qui était parti en vacances et le juge qui était pour là dédouaner pour Tibéri. Ouais. C'était oh là là. Tibéri et sa femme à l'époque. Xavier. Sa femme, c'était Xavier qui était. Et voilà, ça c'est un peu les affaires qui. Vous parlez de Macron et tout ça, mais nous ça c'était notre actu quand j'avais 18 piges, c'était ça qui nous faisait vibrer quoi. Bon, blague à part. Donc c'est mon ami Gaylor que tu connais peut-être puisqu'il était dans les premiers épisodes de Comics Outcast. Bien sûr. Ça te dit quelque chose bien sûr. Fidèle auditeur de Comics Outcast. C'est à cause d'eux j'achète beaucoup trop de comics simultanément. C'est très très mal. Et Gaylor aussi est un friend of the show comme on dit chez nous. Et du coup il m'a invité au Kenya où il réside lui et sa femme. Et du coup on a fait une randonnée sur le mont Kenya. Donc c'était une fois de plus, c'était la 3e fois que je dépassais les 4800 mètres. Donc c'était ce coup-ci, je n'ai pas eu le mal de l'altitude car je m'étais non pas préparé, mais je fais très attention maintenant dans mes déplacements et dans ma consommation d'énergie. J'arrive à peu près à moduler ma respiration pour éviter d'avoir la grosse migraine. Même s'il y a un jour où c'était vraiment très très dur et les conditions n'étaient pas avec nous en fait. Le premier jour ça allait. Et le deuxième jour, on marche, et puis tu sais, au début, un peu de pluie, ça brûle un petit peu, et puis ensuite, ça devient des grêlons, et ensuite, ça devient de la neige. Et je peux dire que quand t'arrives trempé, tu fous ta tente, et tu rentres dans la tente, et t'es trempé, tu te dis, putain, demain, il va falloir que j'y aille. Il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne dans ce cas-là, et je l'ai dit dans Super Ciné Battle, je le dis ici, c'est que je me mets Borat. Je sens mon iPad, et T'avais prévu en fait, t'étais parti avec Borat pour les coups parce que durs. j'ai déjà eu une tempête de neige quand j'étais au Pérou à 4400 mètres et je sais très bien que Borat m'a sauvé la vie. Et là en l'occurrence moi j'étais tranquille parce que j'étais juste trempé, mais mon pote était vraiment mal à ce moment-là. J'ai dit tu vas voir, j'ai le truc, c'est Borat et des cacahuètes. Voilà, c'est tout ce que je peux t'offrir comme réconfort. Et le lendemain, levé à 2h du matin... départ à 3h, donc marche de nuit jusqu'au mont Kenya avec la lanterne et tout ce que tu peux imaginer. Et je suis arrivé, j'ai manqué un tout petit peu le début, le lever du soleil, mais je suis arrivé pile à temps pour
pour profiter du Mont Kenya sans aucun nuage. C'est ça qui est assez incroyable. En fait, ce qui m'a motivé pour me lever le matin, c'est le fait que j'entendais pas de vent. Et quand t'entends pas de vent, tu sais quoi, quand t'es en grosse montagne, on était à 4002, je me dis, bon, c'est le moment, ça veut dire que les conditions sont optimales, quoi qu'il arrive. Bah ouais. Et ouais, parce que si tu marches avec du vent, là, en plus, j'ai eu 2-3 moments où j'ai un peu flanché, je me suis pas découragé, mais genre, tu regardes le haut et tu regardes le sommet et tu te dis, putain, ça finira jamais, quoi. Il faut surtout pas trop s'arrêter parce que sinon tes muscles, bah, ils raidissent et tout. Enfin, il faut pas. Et il faut beaucoup boire. J'ai bu 2 heures. Durant ces 3 heures et demie, j'ai dû boire quand même 2 litres d'eau facile. Parce que conseil de haute altitude, boire de l'eau, ça, c'est l'oxygène. C'est pas un hasard. Ouais. Comme on dit au Pérou, aqua es la vida. Et c'est une phrase authentique. Et tu sais, au fur et à mesure, t'apprends à chaque fois de trucs. Mais comme dit le poète, living la vida loca aussi. Exactement. Et je suis arrivé donc le matin à 4985 mètres, donc mon second record pour l'instant. Et j'étais très satisfait. Et la descente qui a duré 2 heures, tu peux t'imaginer. Et elle était interminable, la descente. Bon, la descente, tu te laisses rouler, c'est facile. Alors, ouais, au début, tu te laisses rouler. Au début, mais après, tu sais quoi, quand tu marches sur du plat, j'ai dit, putain, j'ai marché tout ça. Et tu sais, t'essayes de revoir les endroits que t'as mémorisés à l'aller. Il faut surtout pas faire ça. Se dire, je me souviens de cet endroit. Faut surtout pas mémoriser les endroits. Faut les prendre comme ils viennent, sinon, c'est un truc à se décourager et tout ça. Et donc, ouais, j'étais très satisfait d'arriver. Je suis très reconnaissant à Gaylor de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir aller jusque. Je l'aurais sans doute pas fait, quoi. Enfin, genre, j'aurais pas pensé que le Kenya c'était randonnable comme ça si facilement. J'aimerais bien faire maintenant. Il y a d'autres sommets au Kenya maintenant. Il faudrait que j'y retourne. Bon, le Kilimandjaro maintenant. Bah ouais, le Kilimandjaro. Mais le Kilimandjaro coûte beaucoup, beaucoup plus cher, par contre. J'imagine. Je pense que c'est 1000 €, je pense, hein, de frais et de tout ce que tu peux imaginer. Je pense que c'est 1000 € par personne, quoi. Alors que là, c'était vraiment une rando à 200 €. Enfin, tu vois, c'est pas énorme si tu veux monter très, très haut et avoir de la bouffe là-haut, quoi, surtout. Et donc voilà, je suis rentré du Kenya et maintenant je me remets au monde du travail. J'ai écrit un article sur Dragon Quest 11 qui devrait être sorti depuis hier si on a publié l'épisode à temps, et puis un petit peu en avant pour les. Ouais, tu mets la pression là, c'est ça? Les gens du Patreon. Non, parce que ça dépend de moi là. J'ai pas besoin de te mettre la pression. T'as toujours été à l'heure. Genre, t'as jamais eu de problème de ce côté-là, quoi. Et là, ce lundi est férié aux USA, donc je pense qu'il devrait pas y avoir de problème. Ouais, en plus, ça dépend de la qualité du montage, mais... Enfin, j'ai rien à dire. J'étais en train de dire, non, parce que Quick si sagouine son travail, mais en fait, c'est fou, parce que les 2 derniers épisodes de Super Ciné Battle, et je tiens à m'excuser, ils étaient pas très bien mixés. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai pas donné mon maximum, et surtout, j'y connais rien. C'est surtout ça. Donc, du coup, j'ai un peu remixé, là, justement, cet après-midi. On est samedi après-midi... à l'heure où on enregistre, et du coup voilà, je les ai un peu remixés pour qu'ils soient un peu de meilleure qualité, parce que soit on entend trop papa, soit on entend trop moi, mais voilà, donc c'était pas très équilibré. Et je crois qu'on a dit à peu près tout. Est-ce que ça te dirait de passer à notre sujet du jour, la Neo Geo? Allons-y. C'était la console des bourges, la console des riches. En fait, j'ai jamais connu un enfant qui en avait une. Et maintenant, c'est la console des collectionneurs. C'est une console dont les gamers parlent. C'est la console dont les joueurs rachètent les jeux en version en ROM, en version sur Switch. C'est la Neo Geo. La Neo Geo qui a hanté ma jeunesse, qui a sans doute hanté ta jeunesse. Benjamin, est-ce que t'en as eu une? Alors non, je n'ai jamais eu de Neo Geo, et pour te dire la complète vérité, Daniel, la première fois de ma vie que j'ai touché pour la première fois à une manette, donc qui à l'époque était un joystick quand même, c'était la seule console du marché à être vendue de base avec un joystick arcade. La première fois de ma vie que j'ai touché ce joystick, c'était chez toi il y a 6 mois. Alors que j'ai pas de Neo.
D'ailleurs, oui, t'avais la manette, mais j'ai pas vu la console. Et j'ai vu des jeux. T'as des jeux Neo, j'ai pas vu la console, mais t'as une manette par contre. Mais je sais pas ce que t'as fait de la console. J'ai une triste histoire sur la console, mais elle attendra un petit peu. Oh bah moi aussi. Alors j'ai 2 anecdotes, donc on fera un passage anecdote un peu après. D'accord. Mais effectivement, non, je n'ai pas eu la Neo et aucun de mes copains quand j'ai grandi avait la Neo. C'est pareil, j'habitais en province, donc c'est pas forcément évident dans les villes de province de taille moyenne. Il n'y avait pas forcément beaucoup de magasins de jeux vidéo spécialisés. Alors trouver la Neo, les supermarchés n'en avaient pas. Donc c'était compliqué. Moi je la voyais dans les magazines, elle me vendait du rêve et c'est autrement que j'ai découvert les jeux Neo Geo. Et alors comment est-ce que tu l'as découvert toi ? Eh ben tout simplement en salle d'arcade, puisque, et ça peut-être que les plus jeunes ne le savent pas, mais à une époque les salles d'arcade étaient florissantes en France, il y en avait partout, il y avait même des bornes dans les cafés. Ça sentait pas bon, mais ouais. Ça sentait la cigarette froide, mais voilà, il y avait des bornes dans les cafés, il y avait des salles d'arcade. Moi il y en avait une qui était sur le chemin entre chez moi et le collège, alors autant dire que c'était le piège, hein, c'est là où je claquais une grosse partie de mon argent de poche. Et ma première console d'ailleurs avait été financée sur l'excuse de comme ça j'aurais plus besoin d'aller à la salle de jeu, mon œil entre une NES et puis Street Fighter 2 en arcade, tu sais le choix il était vite fait quand même. Donc je continuais à claquer des sous en arcade. Et donc c'est en arcade que j'ai eu mes premiers contacts avec les jeux Neo Geo, puisque la console était conçue pour offrir une compatibilité avec le format MVS, donc MVS qui était le standard d'arcade de SNK, et la Neo Geo AES qui était la version console de salon. Donc les jeux étaient compatibles et étaient strictement identiques, et c'était l'arcade à la maison, donc c'était un concept qui à l'époque faisait rêver, puisque ça veut plus dire grand chose de nos jours, puisque les consoles ont rattrapé avec on va dire avec la Dreamcast, on va dire qu'elles ont vraiment rattrapé les bandes d'arcade, et puis que maintenant voilà, ça font jeu égal, que les bandes d'arcade c'était gros PC. Mais à l'époque c'était pas du tout le cas. À l'époque, quand on avait un jeu console qui ressemblait un petit peu à l'arcade, on était content. Avec la Neo Geo, on avait l'arcade à la maison, c'était l'argument, c'était l'arcade à la maison. Mais évidemment c'était hors de prix, ce qui explique que moi j'en ai jamais eu et que mes copains n'en ont jamais eu. Toi Daniel, tu connaissais des gens qui en avaient ou pas du tout ? Alors, mon premier contact avec une Neo Geo, pourtant je lisais tous les magazines, mais en fait il n'y avait pas beaucoup de magazines qui en parlaient vraiment quoi. Sur à Tilt, tu vois, par exemple, c'était pas le gros truc, qui se contentait plutôt de la NES et ensuite de la Mega Drive. Il faut voir aussi que la Neo Geo ils en parlaient mal aussi, hein, Tilt. Hein. Oui. Ils aimaient pas les consoles Tilt à la base. Non, pas vraiment. Mais la Neo Geo est sortie le même mois que la Mega Drive en France, en fait. Et donc, tu vois, il y avait vraiment un contraste. Et je me souviens être allé en boutique à... c'était avenue de la Grande Armée. Donc, c'est une petite boutique de jeux vidéo. J'étais allé voir la Mega Drive. Et là, tout d'un coup, je vois la Neo Geo et ces jeux. Et mon premier réflexe, évidemment, c'est de dire c'est de la merde. Pourquoi ? Parce que je comprends exactement l'état d'esprit de quand t'es gamin et que tu vas investir beaucoup d'argent dans une Mega Drive et qu'il y a un truc à côté qui coûte super cher et t'as pas les moyens, et donc forcément tu es sur la défensive et tu dis les autres c'est de la merde. Et c'est un réflexe que tu as quand tu as eu un Atari, quand tu as eu une Master System, surtout quand tu as eu une Master System, parce que quand tu vois arriver Nintendo et tu fais non, ça c'est vraiment pour les bourges. Donc du coup, j'ai eu le même réflexe quand j'ai eu la Mega Drive. Alors que la Master System techniquement est supérieure à la NES. Hein. Oui, bien sûr, mais bon, derrière il y avait Zelda et compagnie quoi. C'est les jeux coûtaient plus cher, ouais. Et puis voilà, l'intérêt aussi, c'est vrai que les jeux Master System, il y en a pas, enfin il y avait beaucoup de portages d'arcade qui était un petit peu parfois fait un peu à la va-vite, et c'est vrai qu'il y a peu de jeux avaient la profondeur des jeux Nintendo, et c'est ce que Nintendo mettait en avant. Et du coup, j'ai attendu très longtemps avant d'avoir une Neo Geo, et j'en ai eu une vers 94 quoi. J'en ai acheté une en 94, et déjà je peux te dire qu'en 94 ouais, c'était cher, mais j'avais acheté mes jeux super pas cher, parce qu'il y avait vraiment des bonnes occasions à faire en fait. Il y a toujours des trucs qui coûtent pas trop cher à l'époque sur cette console. Et première anecdote, c'est que je l'ai échangé avec quelqu'un et je me suis fait arnaquer comme jamais dans ma vie. Je me suis fait arnaquer par un mec qui m'a promis des super jeux, et puis ensuite j'ai vu les jeux arriver et j'ai regardé les jeux et j'ai fait ah merde, je me suis vraiment fait entuber en fait. Et du coup c'était la dernière fois que tu dis c'était quoi les jeux, c'était quoi? Oh là, j'ai honte. C'était une arcade card sur NEC PC Engine, et les jeux qui étaient sortis à l'époque, et moi je me dis ouais, ça y est, l'arcade card pour la NEC, ça y est, c'est l'arcade à domicile, et j'ai échangé ma Neo Geo contre ça. Mais t'avais déjà l'arcade à domicile, Daniel. Ouais, mais je sais pas pourquoi. J'étais un mec de NEC. Le jeu de l'arcade. Un mec de la NEC.
je peux comprendre l'amour pour NEC, mais en plus sur l'arcade card NEC, il y a eu quoi? Il y a eu Fatal Fury Special, donc du coup, bah, t'avais l'original sur Neo. Et Art Parce of qu'il y a eu Fighting d'autres avec comme les jeux qui musiques valaient vraiment CD, le coup. c'est tout ce que j'avais, quoi. Enfin, vraiment, Mais voilà. C'était... Donc je me suis fait c'est vraiment flouer. dommage. Mais par contre, au fur et à mesure des années, par contre, j'ai récupéré un peu de collect parce que j'ai pas échangé tous mes jeux, évidemment. Mais par contre, j'ai pas la machine, mais par contre, j'ai encore les jeux. Et d'ailleurs, je tiens à te dire un truc, c'est que les donateurs du RPU, je leur ai fait gagner un jeu de ma collect, et je leur fais gagner King of Monsters 2 sur Neo Geo. Un jeu que Neo j'adore. Geo. Que j'adore. Et voilà, ça fait quand même un super beau lot. Et je ferai le tirage au sort d'ailleurs mi-septembre. Ça y est. Bah, je sais que tu l'adores, puisqu'on y a joué sur Switch quand j'étais chez toi, puisque tu l'as racheté sur Switch. Non, on a joué à King of Monsters 1. Ah, Je crois c'était que le 2, 1 C'est le 1. Ah, c'est peut-être le 1. Bon, je me rappelle avoir joué à un King of the Monsters. Après, je t'avoue, je suis pas spécialiste de la série, donc différencier le 1 du 2, j'ai un peu de mal. Mais King of Monsters, c'est littéralement un jeu de kaiju, mais comme si c'était du catch. C'est ça. C'est les mécaniques d'un jeu de catch, mais avec un kaiju. ça reprend Voilà, les c'est mécaniques des WrestleMania de l'époque, mais avec des gros monstres. Et pour gagner, il faut maintenir le kaiju à l'adversaire à 3 secondes au sol. C'est hilarant. Et si vous voulez un peu sentir un peu ce que ça fait, il est disponible sur Switch pour pas cher, enfin le premier, quoi. Alors, pour rebondir sur ton histoire, ce qui est marrant, c'est que quand t'as acheté... Horrible histoire, je m'en veux. Ah, horrible histoire. Mais ce qui est marrant, c'est que quand t'as acheté la console, donc en 94, on aurait pu se dire que c'était un peu son chant du cygne, mais elle a encore survécu 7 ans derrière avec toujours des jeux qui sortaient. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que mine de rien, elle a eu une durée de vie extraordinaire. La console, elle est sortie en 90 et il y a encore des jeux qui sortaient en 2002. Donc pour l'époque, c'était du jamais vu. Faut bien voir que, prends la Super Nintendo par exemple, moi je sais qu'à l'époque j'étais gamin, j'ai eu l'impression qu'elle avait une belle durée de vie, mais la Super NES, elle sort en France en 92, avril 92, fin 95, la PlayStation sortait. Donc mine de rien, il s'est passé 3 ans quoi. Je sais bien que derrière, elle a continué à survivre. Il y a eu des jeux jusqu'en 2004 même. Il y a eu toute la dernière fournée de jeux, c'est-à-dire SNK versus Capcom, KO, Samurai Spirit 0, Metal Slug 5. T'es sûr que c'est 2004? C'est pas plutôt 2000? Parce qu'il y a eu KOF 2002, ça je suis sûr que ça doit être 2003. Et le dernier, je crois que c'est Samurai Spirit 0 spécial. Ça doit être celui-là, ouais. Mais oui, elle a eu une durée de vie. Je crois. Ouais, non, mais elle a eu une durée de vie exceptionnelle pour une machine de ce genre-là. Et c'est vrai que sur Super NES, il y a quand même encore eu sur Super Famicom des jeux qui sont sortis jusqu'en 98 ou 99. Mais la génération avait un peu déjà switché, quoi. La PlayStation était déjà établie. Et c'est vrai que la Neo en 94, on pouvait pas imaginer qu'elle survivrait si longtemps. Alors, j'ai une anecdote. Et justement, tu vois, je te dis que j'ai jamais eu de copain qui a eu une Neo. J'ai eu un copain qui a failli avoir une Neo Geo. J'avais un copain de collège avec qui j'échangeais des jeux. J'ai un pote qui a presque acheté une Neo Geo. Il a presque acheté une Neo Geo. Mais c'est ça. Raconte-nous ça. Mais moi, c'est un truc, ça m'avait rendu fou à l'école, à l'époque. C'était un copain avec qui j'échangeais des jeux Super NES. Et il m'a dit, ah ouais, là, j'économise comme un fou. Je m'achète une Neo Geo bientôt. Et voilà, le jour J, le vendredi soir, il me fait, ouais, ce week-end, je vais au magasin, j'achète la Neo. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'habitais à Orléans. Et il y avait un magasin qui s'appelait Amicropus, je crois. Qui avait une Neo. Et évidemment, elle était en vitrine parce que la Neo Geo, c'est quand même la console que tu mets en vitrine dans ton magasin. Et il revient le lundi matin et là je suis au taquet, je vais voir, je fais ah putain alors la Neo. Et il me fait mec, j'ai acheté mieux. J'ai acheté un Amiga CD32. Et là mais putain, c'était l'ascenseur émotionnel. Tu vois, j'étais super au taquet, moi j'attendais tout le week-end, j'étais super impatient de le revoir. Je me disais putain, là trop hâte qu'il me parle de sa Neo. Et là, ça s'est effondré d'un coup. J'ai fait, non mais tu déconnes. Il fait, ah non, mais attends, elle est trop bien. J'ai Zool et j'ai Pinball Dreams ou je sais plus quoi. Je fais, mais non, mais t'es pas sérieux quoi. Et non, il était méga sérieux. Et alors, je ne sais pas s'il écoute l'émission, mais Grégory, sache que ce jour-là, tu m'as brisé le cœur. Voilà. Et du coup, c'était quand même. Ah putain, c'était 32 quoi. Du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est devenu la machine numéro 1 pour spéculer, puisque les jeux sont le plus cher de base. Ah bah oui. Et donc, forcément, plus le prix de base est cher, plus il est facile de spéculer et de faire augmenter, d'avoir une inflation, de faire de l'inflation. Et c'est pour ça qu'il y a des jeux comme Kizuna Encounter en version euro qui sont rarissimes. Puis il y en a 5 exemplaires connus dans le monde. Ça devient une espèce d'objet de collection dans laquelle SNK a essayé quand même de faire leur petit business en sortant la Neo Geo Mini, quoi. Alors, déjà, avant ça, il y a eu la Neo Geo X, la console portable. Mais ce que tu dis sur le prix des jeux est très vrai, c'est qu'à l'époque, la console elle-même coûtait super cher, largement plus cher que tout le reste de la concurrence. Ça coûtait 5 fois le prix d'une Mega Drive.
Et les jeux, eux, coûtaient le prix d'une Super NES à sa sortie. Donc voilà, quand t'achetais un jeu, c'était l'équivalent d'acheter une nouvelle console. Enfin, c'était aberrant au niveau tarif. Alors oui, SNK depuis, bah ils sont pas idiots les mecs, ils se rendent bien compte que pas grand monde avait forcément les moyens d'acheter la machine. Ils avaient sorti la Neo Geo CD, qui était beaucoup moins cher pour le coup, et qui offrait des jeux avec des musiques qualité CD. Alors, il y avait des temps de chargement, ce qui était un peu chiant parce que la première version avait un lecteur simple vitesse. Il y a eu la Neo Geo CD-Z avec un lecteur double vitesse, donc déjà ça allait un peu mieux sur les temps de chargement. C'était 2 fois plus vite, parce qu'ils ont augmenté juste ils ont mis un lecteur x2. Et pour le coup, j'ai touché à une manette de Neo Geo CD largement avant de toucher à une manette de vraie Neo Geo, et je dois avouer que je suis pas fan du tout de la manette du Neo Geo CD. Ah, le micro-click. Ah ouais, moi les micro-switch sur leur espèce de mini joystick là, je peux pas du tout. J'aime pas du tout, je trouve ça vraiment inconfortable et pas pratique. Après, c'est très personnel. Et puis derrière, bah ils ont ressorti leurs jeux derrière dans des compilations à droite à gauche, ils les ont portés. Il y a eu plein de portages Neo Geo à l'époque sur PlayStation et sur Saturn. Ce qui était rigolo, c'est qu'ils sortaient en Europe avec un an de retard. Donc en 97, t'avais KOF 96 qui sortait. Mais si tu voulais le 97, non, fallait la Neo. En Europe, c'était 1 an après la version japonaise et c'était super plus long. C'était presque 2 ans, quoi. Et d'autant plus voilà que c'était des portages, c'était pas la version d'origine, qui était parfois inférieure à la version d'origine. Alors non, après, t'as eu les versions améliorées, t'as eu les jeux. T'as eu les versions Dreamcast où t'avais les décors refaits en 3D qui étaient un peu plus jolis. Enfin, il y avait des améliorations. Quoi, j'étais un gros joueur de Saturn et la Saturn avec sa cartouche d'extension et tout. Pour moi, KOF 94, j'y voyais que du feu. C'était comme la version Neo pour moi. Et j'y ai passé des heures, quoi. KOF 94. C'était KOF 95 même. Je crois que c'était KOF 95, 96. Je crois que le 94 est sorti aussi sur Saturn. Je crois pas que j'ai un trou de mémoire alors qu'il est dans mon Après, je suis pas assez spécialiste Saturn, donc je pourrais pas te le dire. Mais de toute façon, voilà, les portages devenaient de plus en plus fidèles. C'est l'époque où les consoles se rapprochaient de l'arcade, évidemment. Et donc oui, il y a eu la Neo Geo X, qui était cette console portable. Au début, tout le monde a cru à un fake parce qu'on aurait dit un iPhone 4 sur lequel on aurait collé des boutons pour faire une Neo Geo. Et en fait, non, c'était très très vrai. Et quand c'est sorti trop cher, et je crois que ça a fait un bid, hein, il me semble quand même. Moi personnellement, à la base, j'étais un peu intéressé, puis quand j'ai vu les reviews, ça m'a complètement refroidi. Donc non, je n'ai pas acheté de Neo Geo X. Est-ce que tu connais des gens qui ont eu une Neo Geo X ? Bien sûr, oublie pas que je connais beaucoup de collectionneurs. Alors, et t'as pu en toucher une, qu'est-ce que ça donne ? Parce que moi, finalement, j'ai jamais essayé la Neo Geo X. J'ai absolument aucun intérêt, en fait. En fait, j'aime pas trop les machines à émulation quand elles sont pas faites correctement, en fait. Et celle-là, elle était vraiment... C'était quelque chose qui m'intéressait vraiment pas du tout, quoi. Ouais. Alors du coup, c'est pour ça que SNK n'a pas tellement créé la surprise en annonçant la Neo Geo Mini, parce qu'on a vu le succès de la NES et de la Super NES Mini, ça a forcément créé un peu les convoitises. La surprise venait peut-être de son form factor, enfin du fait que ce soit une mini borne d'arcade avec un écran LCD intégré. J'ai pas eu la chance d'y toucher encore. Il y a aussi un truc qui s'est produit entre temps, c'est que Neo Geo X, c'était une licence. Il l'avait donné à un constructeur. Oui, c'est un constructeur tiers qui l'a construit. Qui l'a fait, et en général, quand tu laisses faire les choses par les autres, les machines d'émulation Sega, elles sont atroces. Bah voilà, ouais, les machines AtGames pour la Mega Drive, elles sont catastrophiques. Alors que là, la Neo Geo Mini, j'ai pas eu le temps de l'essayer à l'heure où on enregistre, mais normalement, ça devrait... D'ici cette semaine, je vais sans doute essayer, mais honnêtement, tout ce que j'ai vu, ça m'intéresse absolument pas. Le petit écran et tout, moi, il faut que ça soit vraiment soit une sensation proche de l'original, et là, l'espèce de jouer sur une petite borne comme ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, il y a une nouvelle démarche de la part de SNK, qui désormais, SNK appartient aux Chinois, en fait. Et SNK a été racheté il y a 2 ans par une multinationale chinoise. Et du coup, ils ont tout ce catalogue de licences et ils essayent de l'exploiter à fond, et ils sont pas dupes sur ce qu'ils font, quoi. Bah, tout à fait. Et puis on le voit avec les ressorties sur Switch. Alors perso, j'ai un peu une marotte. J'ai tendance à racheter les jeux Neo Geo auxquels j'avais joué à l'époque en arcade et que j'aime beaucoup, ou alors que j'avais piraté comme un gros sale, parce qu'il faut quand même pas se leurrer. Mon premier contact avec la Neo Geo, c'est en arcade. Mon deuxième contact, c'était les émulateurs. Mais maintenant, je rachète KOF 98 sur quasiment toutes les plateformes où il est dispo et que je possède. Et pareil avec Mark of the Wolves. C'est celui avec lequel KOF 98, c'est celui avec lequel... du coup, mon envie de King of Fighters a diminué. C'est vraiment celui qui a marqué la saturation. Pour moi, c'est le meilleur de tous. C'est All Stars. C'est un Dream Match, oui. Et du coup, les Dream Match m'intéressent un peu moins dès qu'il y a moins un boss, un truc, une story.
Et du coup, ça serait la bonne occasion, maintenant on en parle de cette machine, de ce qui nous est rêvé. On va faire notre top 5 de nos jeux respectifs. Alors, moi j'ai du mal à les mettre dans un ordre, mais effectivement, j'ai préparé une petite liste de 5 jeux Néo qui sont les jeux que je rachète systématiquement, et donc on peut dire que c'est mes jeux préférés. Bon alors écoute, j'en dis un, t'en dis un alors. Allez, vas-y, commence. Metal Slug. Pour moi, il n'y a rien de plus emblématique qu'un des jeux les plus emblématiques de cette console. Est-ce que tu es Metal un fan Slug, de Metal Slug? le premier? Le premier, tant qu'à faire, parce que c'est celui où le concept est encore neuf, nouveau, et surtout à l'époque, c'est là où je m'en rendais pas compte, c'est quand j'y ai joué, je me rendais pas compte à quel point ça allait avoir un impact sur moi. Un peu comme beaucoup de shooting games en fait. Ouais. Je me rendais pas compte que ces deux petits... je me reprends à Metal Slug régulièrement et que je peux y jouer, tant que je veux, quoi. C'est vraiment génial. Je peux mettre en mode crédit infini parce que je joue assez mal en fait finalement à Metal Slug. Et du coup voilà, c'est le run and gun vraiment dans sa version la plus pure. Et je pense que c'est un de mes run and gun préférés en fait, je crois. Alors moi j'ai une relation un peu particulière avec Metal Slug. C'est un jeu sur lequel je vais prendre beaucoup de plaisir quand je vais y jouer en coop avec un copain. Mais à l'époque quand c'est sorti, j'ai fait un rejet pur et simple parce que moi j'étais team Contra. Et moi je disais ah ben non mais attends mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est un gros plagiat de Contra Spirits. Oh puis c'est même pas aussi fun. Donc à l'époque j'avais fait un blocage. Metal Slug, c'est tellement beau, je trouve ça tellement. Et je me suis ouvert doucement avec les années à Metal Slug et puis maintenant bah oui je sans problème quand je croise une borne je vais mettre une pièce dedans et prendre du plaisir dessus. À toi. Alors bah écoute je vais tuer le suspense direct. King of Fighters 98 pour moi c'est la quintessence de la série, c'est mon préféré. Tu l'as dit, c'est un dream match. Je peux comprendre que ça gêne un peu quand on aimait bien le côté scénarisé, parce que oui les KOF mine de rien ont un scénario. Alors c'est un scénario abracadabrantesque et impossible à suivre au bout d'un moment. C'est pas le meilleur scénario, parce que le meilleur scénario de jeu de baston, rappelons-le, c'est Injustice pour les États-Unis et Tekken pour le Japon. C'est vrai, on ne jette personne dans un volcan et qui survit dans King of Fighters. Mais c'est vrai que les KOF du 94 au 97 ont une storyline, pareil du 99 au 2001, mais là le 98 c'est un dream match. Et ouais non, moi je trouve que c'est celui qui pousse la série à son meilleur. Il n'y avait pas le système de striker, et moi je suis pas du tout fan du système de striker. J'aime pas non plus le tag battle. Moi j'aime bien quand tu fais ton combat et ensuite quand ton perso est KO, bah hop il y a l'autre qui arrive. Voilà, ça c'est ma cam, c'est simple, c'est efficace, c'est carré. C'est ce qui pour moi est la quintessence de la série KOF. Et c'est le jeu, bah oui, comme je l'ai dit, je le rachète régulièrement. Donc voilà, je l'ai racheté sur Switch. Je l'ai acheté sur Steam. Je l'avais acheté sur Xbox Live. Donc oui, je prends énormément de plaisir sur KOF 98, toujours, encore et toujours. À toi. Bah écoute, je renchéris avec Viewpoint. Est-ce que tu as joué à Viewpoint? Quel grand jeu. C'est super. Ah bien sûr. Et Viewpoint, c'est clairement le genre de jeu qu'on ne trouvait que sur Neo Geo. Et je rêvais de le voir sur une autre console. Évidemment, après, il est sorti sur Mega Drive, il est sorti sur Sat. Le portage Mega Drive était particulier, on va dire. Voilà. Et encore une fois, c'est pas un jeu pur SNK, mais enfin quoique, pour le moins qu'SNK était responsable de la version MVS. Mais voilà, j'adore ce jeu. C'est un shoot 'em up en 3D isométrique. C'est un jeu unique parce qu'il y en a très 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 peu dans ce genre-là, puisque c'était soit horizontal, soit vertical. Et il y a un côté très posé, c'est-à-dire que ça ne allait pas trop vite et ça allait presque au rythme de la musique. Et la musique était très jazzy. Je ne sais pas si tu auras la patience de mettre un peu de musique de Viewpoint dans le fond quand je parle, mais la musique de Viewpoint est extraordinaire. Voilà, j'adore Viewpoint. C'est un jeu qui a pas vieilli et c'est vraiment voilà, c'est vraiment si avec un shoot représentatif. Alors évidemment, il y a d'autres shoots, hein. Il y a Pulsar, il y a Last Resort, mais Viewpoint est vraiment super audacieux et super difficile aussi. Il était réputé pour ça. Et tu l'as dit, c'est vrai que des shoot'em up en 3D isométrique à l'époque, il n'y en avait pas BZF. Il y avait quelques jeux. Moi je me rappelle de Red Baron sur Atari 800 XL. Je me rappelle de Zaxxon, bien sûr, le jeu de Sega. Est-ce que tu te rappelles de Zaxxon ou Zaxxon, je sais pas comment ça se prononce, Zaxxon j'imagine. Ouais, bien sûr. Qui était voilà de la 3D isométrique et à l'époque c'était sorti sur les PC de l'époque, sur ColecoVision.
Zaxxon, moi je le C'était connaissais pas à sorti cause sur Master de... aussi. Moi, j'avais le jeu électronique de Zaxxon. C'était un jeu électronique Ah, en Game & Watch, bah quoi. oui. Voilà. Mais c'était un vieux jeu, ça vient de la... C'était un jeu qui date de la... Je sais pas s'il est... C'était un jeu d'arcade à l'époque. ColecoVision, enfin, c'était... Je sais pas si qui... Voilà. Non, c'était un jeu d'arcade à l'époque et c'est sorti sur PC. C'est là-dessus que je l'ai découvert, mais c'est sorti sur Apple II, sur VCS. Et c'était un jeu qui était extrêmement dur aussi. Et donc Viewpoint, me rappelait Zaxxon en plus joli. C'était Zaxxon nouvelle génération. Et oui, tu as raison pour ce qui est de la musique. Il paraît que le portage PlayStation n'est pas très bon, mais la version Neo Geo CD est super. À toi. À moi du coup. Alors je vais varier parce que j'ai un autre jeu de baston que j'ai déjà cité tout à l'heure. Je vais changer. Je vais te parler de Neo Turf Masters. Qui s'appelle, je crois, au Japon Big Tournament Golf, un truc comme ça. Big Tournament Golf, extraordinaire jeu de golf. Voilà, formidable jeu de golf. Je sais que notre ami Pipo Mantis est un gros fan de Neo Turf Masters. Là aussi, pareil, je l'ai racheté sur Switch. Ouais, mais ça veut dire qu'il est mauvais. Hein. Et Neo Turf Masters, il est moins ressorti sur les autres machines que les autres, mais dès qu'il a été dispo sur Switch, je me suis jeté dessus parce que c'est un excellent jeu de golf, très simple d'accès puisque c'est de l'arcade et que SNK, eux, ils font pas des tutoriels sur 10 pages. SNK, ils ont compris qu'un jeu d'arcade ça doit être accessible et voilà, visuellement il est incroyable avec ce design formidable, avec tes joueurs qui ont des têtes un peu cartoon, qui ont des réactions toujours exagérées, avec le gars qui nique son club quand il fait un double bogey, et puis un peu technique mine de rien. Enfin, je veux dire, c'est pas un jeu de golf bidon, c'est un vrai jeu sérieux qui gère tous les paramètres, le vent, si tu peux slicer ta balle quand tu tapes et tout. Donc c'est pas un jeu évident. C'est un jeu qui est un peu la grosse carotte en arcade. Mais ça, c'était un peu le principe des jeux de sport de SNK en arcade. Et il y en a un autre dont je parlerai un peu plus tard qui était encore pire là-dessus. Mais c'est un formidable jeu de golf. Encore à l'heure actuelle, c'est encore dans le haut du panier, à mon sens, des jeux de golf. Et puis c'est vrai que les jeux de golf à l'heure actuelle, il n'y en a plus des masses finalement. Hein. Je me rappelle à une époque, il y avait PGA sur Super Famicom, il y en avait pas mal qui sortaient, mais que là... Là, moi j'attends un Mario Golf sur Switch avec un peu d'impatience, je te le cache pas. Toi, tu y as joué à Neo Turf Masters, Daniel ? Oui, bien sûr, j'adore ce jeu. Un jeu de Nazca Corporation d'ailleurs, c'est pas un jeu SNK. Oui, Nazca, mais c'est ceux qui ont fait Viewpoint en fait. C'est pas Samy qui a fait Viewpoint ? Non, ça dépend des versions. Écoute, je ne sais plus. Bah, peut-être, t'as sûrement raison. Alors, à toi. On passe aux choses sérieuses. Shin Samurai Spirits. Et Samurai Spirits a été un de mes grands chocs de ma vie. Je me souviens exactement la première fois que j'ai vu Samurai Spirits. Ouais, Samurai Shodown en Europe, hein, rappelons-le. Voilà, j'allais passer le bac. Et j'allais passer le bac et je vais en magasin et je fais oh là, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois Aomaru qui fait son Oiku Densuza, ou je sais plus comment il dit. Et il balance une espèce de tornade et ça prend tout l'écran et je trouvais ça extraordinaire. C'était l'avènement des voix digites claires. Alors, j'entends par là qu'avant, pour avoir des voix digites dans les jeux de baston, on les avait surtout dans les salles d'arcade, mais on n'entendait pas vraiment. Et là, tout d'un coup, on avait la pureté du son et à la fois la tranquillité, puisque c'était quand même dans un environnement beaucoup plus calme. Donc tout ça me paraissait d'une lapidité qualité CD. Et ce qui est génial, c'est pour moi un des jeux de baston parfaits. C'est le premier à avoir introduit le système de pari, en fait, finalement. Le truc qui sera ultra populaire dans Street Fighter 3, c'est-à-dire le fait que tu peux contrer une attaque et contre-attaquer là-dessus et laisser ton adversaire un peu impuissant face à cette attaque. Encore plus mis en avant dans Last Blade, un autre jeu de baston à l'arme blanche de SNK. Geka no Kenshi. Et toi, tu parles de Shin Samurai Spirit, donc de Samurai Shodown 2. Samurai Spirit, le 2, bien sûr. Ouais. Et pour moi, c'est la forme. Pourquoi le 2 en particulier, en fait? Voilà, je crois que c'est la forme ultime de ce jeu de baston, en fait. Mm-hmm. Je trouve que c'est magnifique. Tous les personnages sont géniaux. Il y a énormément de Easter eggs. Il y a plein de choses géniales. Je pense que sans ce jeu, il n'y aurait jamais eu de Soul Edge et tout ce que tu veux, et de Soul Calibur. C'est un jeu fondateur parce que en plus, tous se battent avec une arme. Clairement, il y avait une inspiration de Jubei Ninpusho, donc le film qui s'appelle Ninja Scroll. Il y a un personnage qui s'appelle Jubei dedans. Ah oui, évidemment. Et voilà, c'est vraiment un truc c'est vraiment un jeu de baston qui a vraiment marqué son temps. Et surtout, je trouve qu'il a le graphisme Neo Geo. Quand je pense à un graphisme de
un grain Neo Geo, je pense à Shin Samurai Spirits. Il y en a eu pas mal d'autres en fait de Shin Samurai Spirits. Il y a eu le 3, le 4, Amakusa Colin, je me souviens plus des sous-titres, c'est Amakusa Colin, c'est le 4e. Et il y a le 3, c'est la revanche d'Amakusa, je crois. Ah, c'est Zankolo Musoken. Ouais. Et en plus, ceux-là, j'ai plutôt joué sur Saturn et PlayStation. Ils n'étaient pas toujours très bien. Et pour moi, vraiment, le 2 est la forme finale d'un jeu très très simple, très très épuré. J'adore Shin Samurai Spirits, donc Samurai Shodown 2. Et moi, tu vois, Samurai Shodown 1 et 2, typiquement, c'est les jeux auxquels j'ai beaucoup joué en arcade, puisque j'avais pas la console, mais que la salle de jeu du coin, quand on sortait du lycée, les avait. Allez, pour l'anecdote, le premier Samurai Shodown a été adapté sur Super Famicom et sur Mega Drive, et la version Mega Drive est largement supérieure à la version Super Famicom. Une fois n'est pas coutume, parce que d'habitude c'était plutôt l'inverse. Mais pour le coup, la version Super Famicom est super décevante, avec des petits sprites et pas de zoom, alors que la version Mega Drive, les types, je sais pas comment ils ont fait, ils se sont arrachés, ils ont sorti les tripes de la console, et la version Mega Drive est très très bonne, donc je ne peux que la recommander si vous êtes un peu curieux. Il vaut mieux faire la version Neo. Et il vaut mieux faire la version Neo, évidemment. Moi, je vais parler d'un autre jeu dans lequel j'ai dépensé beaucoup d'argent, là encore dans les salles en sortant du lycée. Je vais parler de Windjammers, bien sûr, qui est un jeu qui a toujours eu une belle cote de popularité. En fait, c'est un jeu c'est un jeu dataïste déjà à la base, dataïste qui a sorti quelques jeux au format MVS. C'est un jeu de frisbee, donc je pense que beaucoup de gens le connaissent désormais parce que il est ressorti, parce qu'il y a une suite qui arrive bientôt, et parce que c'est un jeu qui a toujours bénéficié d'une aura un peu particulière, notamment en Europe. Alors, je crois savoir que le jeu est beaucoup plus populaire dans l'Occident qu'au Japon. Je tiens même à dire en France, parce que vraiment la scène Windjammer, elle est française. À l'Evo, il y a eu une compétition Windjammer, c'était des Français, 2 Français en finale. C'est comme si les Français s'étaient mis d'accord sur un jeu. On va cartonner sur ce jeu-là. On va être fort à Windjammers. C'est tombé sur Windjammers parce que je peux dire Windjammers, son aura aux États-Unis et au Japon, c'est que Pouic. Alors aux États-Unis, je connais quand même des gens qui sont assez fans. Ouais, je connais quand même des gens qui sont assez fans, mais c'est vrai. A priori, la communauté en France est beaucoup plus importante. Bon, on va en parler vite fait, puisque c'est quand même un jeu connu. C'est donc un jeu de frisbee en 1 contre 1 compétitif, où le principe, c'est un peu comme un jeu de volley, sauf que c'est avec un frisbee. Et que le principe, c'est d'essayer de marquer des points en franchissant une ligne de but qui est derrière l'adversaire, en balançant son frisbee le plus fort possible. Ce qui fait le sel un peu du jeu, c'est qu'il y a 6 personnages différents qui ont tous des capacités différentes. Il y en a qui sont plus ou moins puissants, plus ou moins rapides, qui ont des coups spéciaux. Et c'est un jeu qui dévoile une richesse complètement insoupçonnée, parce qu'à la base, tu dis ouais, tu lances ton frisbee en haut, en bas, sur les côtés, mais que derrière, tu peux mettre de l'effet dans ton frisbee avec un mouvement de joystick. Il y a vraiment énormément de choses qui rendent le jeu beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce jeu est encore très joué, et que y a une suite qui arrive bientôt. Windjammers, c'est un super jeu, sur Switch évidemment. Disponible sur Switch. Voilà. Ah non, il n'est pas encore PS4, disponible sur Switch, je crois. Il est dispo sur PS4, ça c'est sûr, et sur Xbox. Mais je crois que la version Switch, alors elle est peut-être sortie, mais en tout cas elle est sortie beaucoup plus tard. Alors peut-être que je me gourre et qu'elle est sortie et qu'il faut que je m'y penche, mais ma Switch étant elle aussi dans un carton, tu sais, je n'ai pas beaucoup regardé l'eShop récemment. L'homme au carton, le mec qui achète des jeux mais pas des cartons. Alors, tu parles de sport, je renchierai avec le sport. Vas-y. J'adore Soccer Brawl. Et Soccer Brawl est un de mes jeux de sport favoris, et je pense même peut-être un de mes jeux de foot favoris, puisque c'est du football, c'est du football, soccer. C'est du football, mais c'est du football futuriste, puisque ça se passe dans, en l'an cyborg, on s'en fout. Moi j'ai envie de dire que ça se passe dans le même univers que Baseball 2020, que 2020 Super Baseball, et donc que c'est en 2020. C'est en 2020 hypothétique, et donc c'est 5 cyborgs contre 5 autres cyborgs, et ce qui est génial, c'est qu'on peut shooter dans les murs, et ça fait des rebonds, on peut faire des buts de manière complètement incroyable. Le capitaine, il a un tir atomique. C'est comme si on avait mis Olive et Tom, et aussi Cobra, puisque tu te souviens, il y avait les épisodes du rugby. Ah bien sûr, le rugby. C'est les rugby, mais version football. J'ai toujours pensé ça quand j'ai joué à Soccer Brawl, et je trouve que Soccer Brawl est un des meilleurs jeux de tout court. Alors Soccer Brawl en fait c'est du futsal avec des robots. Moi je vois ça comme un Nintendo World Cup mais version Neo Geo en fait. C'est un Nintendo World Cup donc avec les tirs spéciaux surpuissants, sauf que comme c'est de la Neo Geo, t'as des gros robots, t'as du gros rock parce que c'est quand même du gros métal qui passe derrière en musique, et puis avec des effets spéciaux spectaculaires. Il n'y a pas de personnage français. C'est vrai.
Ouais. Par malheureusement. contre, les Français, ils y sont dans les sidekicks. Mais Soccer Brawl, oui, c'est un jeu. Bah, c'était le pur jeu Néo de l'époque, quoi. C'était SNK qui se dit bon allez, on va faire un jeu de foot, mais on va faire un jeu de foot avec des gros robots. C'était avant qu'ils se mettent au jeu de foot plus classique avec la série des Super Sidekicks. Et ben on va rester dans le sport avec mon 5e jeu, donc mon dernier jeu, et qui est un peu mon jeu de l'amour. Alors j'avoue, j'ai hésité avec d'autres titres parce que mais il y a tellement eu de gros jeux sur Neo Geo. Je vais parler de Baseball Stars 2, qui reste un de mes jeux de cœur, et pourtant le baseball, c'était pas forcément un sport, pardon, je vais y arriver, super populaire à l'époque quand c'est sorti. Baseball Stars 2, je crois que ça date de 92, et c'est donc la suite du premier Baseball Stars. Et Baseball Stars 2, pourquoi je l'aime tant et que je le préfère à 2020 Super Baseball dont je viens de parler, c'est parce que c'est la Neo, là encore, dans toute sa démesure, avec des sprites gigantesques, avec des petites cinématiques, avec des personnages énormes, plein de couleurs, avec des mecs qui ont des gueules, qui ont des mimiques incroyables. Il faut voir les gars exploser leurs battes en métal sur leurs genoux après s'être pris 3 strikes. C'est un jeu qui est d'une limpidité et d'une simplicité assez évidente, même quand on n'y connaît pas grand chose au baseball. C'est très simple, ça utilise 4 touches. Il n'y a pas beaucoup de jeux Neo Geo qui utilisent les 4 touches sortis des jeux de baston, mais voilà, on peut quasiment faire tout ce qui existe au baseball. On peut essayer de voler des bases, on peut mettre ce qui s'appelle un bunt, c'est un tout petit coup de batte et la balle s'arrête juste devant toi pour surprendre tout le monde. Il y a vraiment énormément de choses qui sont formidables dans ce jeu, mais il y a un truc par contre qui est vraiment pourri, et Baseball Stars 2 pour le coup, j'avoue, je l'ai découvert en émulation, hein. Je l'ai pas découvert en arcade, je sais même pas s'il y a eu beaucoup de bornes MVS en Europe de Baseball Stars 2 parce que le baseball étant pas forcément populaire chez nous, mais t'es content de le faire en émulation quand tu te rends compte qu'en fait il se joue au temps, et que avec un crédit t'as je sais plus combien de temps ça doit être 5 minutes de jeu, et que quand le temps est écoulé, le jeu s'arrête, te dit bon bah écoute, tu veux continuer ou tu veux recommencer du début, et te demande de remettre une pièce. Et là où c'est vraiment vicieux, c'est que le jeu s'arrête, mais à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si t'es à ton 2e strike, que le pitcher est sur le point de balancer la balle, le jeu il en a rien à foutre. Hop, il s'arrête, il affiche son panneau, il fait alors tu veux continuer? Et là tu fais ok, t'appuies sur start, et là pouf, il lance la balle et t'as pas le temps et tu te fais niquer quoi. Donc c'est vraiment dégueulasse. Pour le coup, je trouve ça super pernicieux. C'est un truc qu'on retrouvera après dans les bornes genre NBA Jam, où même quand tu gagnes en fait t'as perdu, tu dois remettre de l'argent, mais là c'est pire, c'est du temps quoi. Donc voilà, Baseball Stars 2 c'est un jeu qui est fantastique en version console, hein. En version arcade c'était quand même une méga carotte, et perso je pense que ça m'aurait dégoûté à l'époque si j'avais dû y jouer en arcade. Donc c'était mon petit dernier, Daniel, à toi. C'était ton dernier? Eh bien écoute, Oh tu sais, je pourrais en citer encore 10 autres, hein, mais on avait dit 5 donc... C'est l'heure de mon dernier, et le mien, le dernier, j'ai gardé mon préféré pour la fin. C'est Ryoko no Ken, alias Art of Fighting. Et pourquoi Art of Fighting? J'ai essayé de pas trop faire de jeux de baston, parce que ça reste quand même une console de jeux de baston. Mais Ryoko no Ken, d'abord, je me remémore les moments où j'allais dans les boutiques de jeux vidéo, et là je te parle de 92, 93. On allait dans la boutique de jeux vidéo, et il y avait que ce jeu qui tournait, et tout le monde jouait seulement Art of Fighting, et tout le monde faisait des combats Mr. Karaté versus Mr. Karaté, parce que c'est le personnage le plus puissant des jeux. Parce que Art of Fighting puisque c'est le boss en plus à la base, c'est un perso caché, ouais. Mr. Karaté dans le premier. Il y a assez peu de personnages dans ce jeu, mais et donc ils mettaient la carte mémoire de la Neo Geo, surtout pour, en solo. En solo t'as 2 persos. Toujours remettre, ils mettaient la carte mémoire pour aller tout de suite au boss et tout de suite avoir accès au versus, et tout le monde jouait avec Mr. Karaté. C'était un peu la règle. Pour moi, c'est devenu un peu le jeu de Mr. Karaté. C'est un jeu qui a apporté énormément, à mon avis, de choses qui sont pas restées, justement. Et il y a un truc que j'adore, c'est que d'abord, il y a un zoom qui permet... Les personnages sont gigantesques. Les personnages font 3/4 de l'écran, et personne ne ferait ça aujourd'hui. Personne ne ferait des personnages aussi gros. Même pour Ken le survivant, ils font pas aussi gros. Il y a une furie cachée, et ça c'était un truc qui se voyait pas encore. Ça c'était nouveau, ouais. C'est-à-dire un super coup spécial qui était pas dans les notices, et qui était pas... Il y avait le Hao Shokoken qui était l'espèce de super boule de feu. Il y avait une barre d'énergie, ça veut dire que quand t'étais à court d'énergie, tu tirais plus, ta boule de feu elle ne se tirait pas. Il y a plein de choses géniales dans ce jeu qui ensuite étaient éparpillées dans le monde du jeu de baston. Il y a donc le Hao Shokoken, cette énorme boule de feu, mais qui te bouffe toute ta jauge. Il y avait surtout
des signes de dégâts et de fatigue. C'est-à-dire que les personnages avaient des traces de sang, ils avaient des hématomes, ils avaient des griffures, leurs vêtements se déchiraient, ils soufflaient parce qu'ils souffrent, ils avaient les bras qui tombent, ils perdaient leurs griffes, parfois ils perdaient carrément leurs vêtements, puisqu'il y avait un personnage avec un twist, puisqu'il perd ses vêtements et on découvre que c'est quelqu'un d'autre. Maintenant on peut le dire, hein, tout le monde le connaît, le twist, enfin, c'est établi maintenant. C'était King, et King. Voilà, King, personne, enfin à la base tu penses que c'est un mec et tu te rends compte qu'en fait c'est une nana qui se fait passer pour un mec. Voilà, et c'est twist très très japonais. Mais maintenant c'est établi que c'est une nana, mais à l'époque ça l'était pas. À l'époque on disait maintenant non, voilà. King c'est un mec. Oui, c'est vrai qu'elle était dans la team des filles à un moment. Dans KOF, après elle a fini dans la team des filles, ouais. Donc le twist était un peu éventé après. Ouais. Le truc génial, c'est quand même que c'était complètement nouveau. Cette jauge pour la gestion des coups spéciaux, les signes de douleur et surtout le gigantisme de ce jeu. Et j'espère que pendant que je parlais, tu as mis une musique que je vais t'envoyer après par SMS. Mais j'adore la musique de Li Pai Long. Et c'est une musique genre incroyable, vraiment asiatisante. Et en même temps, à un moment, tu as des mecs qui balancent la percu et ils balancent le tambourin au moment de la musique. Et je trouve que c'est peut-être ma musique de jeu de baston préférée de tous les temps, qui fait que j'achète Art of Fighting à peu près sur tous les supports. Et alors, je peux comprendre. Alors, moi, je vais pas te mentir, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. C'était super impressionnant, les zooms, les gros sprites, les hématomes, mais j'aimais pas Art of Fighting parce que je trouvais ça pas agréable à jouer. Je sais pas, j'ai jamais pris de plaisir dessus. J'ai jamais vraiment pris plaisir dessus. Et moi je pensais que tu en avais, et voilà. Alors le jeu était dur, ça c'est vrai, mais surtout moi je sais pas, non, j'avais un problème avec cette jauge d'endurance. Enfin, il y a plein de trucs que j'aimais pas. Alors qu'à contrario, Samurai Spirit, le Shoryuken qui sort jamais. Ouais, Samurai Spirit qui a repris les zooms, lui par contre j'y ai beaucoup joué. Et je me rends compte que j'ai dit du caca, il me reste un jeu, parce qu'en fait c'est toi qui as commencé. Et donc celui avec lequel j'ai envie de terminer, c'est un peu mon jeu Neo Geo de l'amour, que là aussi, lui je le rachète partout. Et c'est Garou Mark of the Wolves, qui est donc l'ultime épisode de la saga Fatal Fury. Enfin, l'ultime à ce jour. Parce qu'il me semble qu'il est sorti après celui sur Hyper Neo Geo 64, là, dont j'ai oublié le nom déjà. Donc Mark of the Wolves, c'était la quintessence du jeu de baston SNK. C'est le jeu qui, à l'époque, était souvent mis face à Street Fighter 3 parce que son animation était géniale, ses graphismes étaient ouf, et c'était un jeu Neo Geo, et quand tu vois la différence entre le premier Fatal Fury et celui-là, tu as l'impression qu'il y a une génération qui est passée, mais non, c'est toujours la même machine. Et Mark of the Wolves, pourquoi c'est un jeu essentiel ? Parce que c'est un jeu qui a lui aussi apporté plein de trucs à la série, qu'il a inventé le principe du Just Defend, qui est une sorte de... Alors ça, il y a plein de trucs qui sont apportés dans ce qu'ils appellent le top system, où au début du jeu, tu choisis entre 3 parties de ta jauge de vie, et quand ta jauge de vie arrive dans une de ces parties, il y a des trucs supplémentaires. Quand tu fais un Just Defend, tu récupères de la vie, il me semble que tu tapes plus fort, enfin bref, il y a énormément de choses qui sont nouvelles dans cet épisode. La maniabilité est parfaite, le jeu est ultra jouable, encore de nos jours, c'est incroyable à quel point ce jeu ne vieillit pas. C'est donc Fatal Fury des années après, il y a quasiment plus aucun perso, enfin il y a juste Terry en fait qui est... Il y a juste Terry Bogard, et sinon tous les persos sont nouveaux. Tous les autres sont nouveaux, à part t'as le gars qui s'appelle Marco Rodriguez au Japon et Cushwood Butt en Occident, qui reprend des coups en fait un peu d'Art of Fighting, puisque dans l'histoire, dans le canon, on te raconte que c'était l'élève de Ryo Sakazaki, donc c'est assez rigolo, puisque oui, vu qu'ils ont fait King of Fighters, il a fallu qu'à un moment ils disent que Art of Fighting et Fatal Fury étaient dans le même univers. Et d'ailleurs, le personnage principal d'Art of Fighting est un perso caché dans Fatal Fury 2, si je ne m'abuse, ou dans Fatal Fury Special, en tout cas, il est dans les deux, je crois. Bref, Mark of the Wolves, ça reste, pour moi, c'est la quintessence de la Neo Geo. C'est peut-être le meilleur jeu de baston de l'histoire de SNK, à mon sens. Et puis, même à l'heure actuelle, ils sortent toujours des coffres. Ils ont toujours pas fait mieux, pour moi. Mark of the Wolves, c'est vraiment le top du top. Et c'est un jeu auquel je prends encore du plaisir à rejouer encore de nos jours sans aucun problème. Ah, et pour l'anecdote, puisqu'on parle musique, c'est le jeu qui a plagié Robert Miles dans un de ses stages. Ah ouais, il y a quelques petits airs de petits Robert Miles. Ah, mais c'est complètement plagié Robert Miles, c'est rigolo. Ouais, il y a une petite mesure. Ouais. Est-ce que ça serait, maintenant qu'on a parlé de la Neo Geo, qu'on a dit que tout sur quoi on claquait notre argent, est-ce que ce serait pas le bon moment de faire nos recos ?
Eh ben, tout à fait, on peut faire nos recos. That was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great! Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, It though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was Get terrible. him away! Hey, boo! Boo! After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations qui ne sont pas des jeux Neo Geo. À toi, Benji. Alors, pas des jeux Neo Geo, mais je vais quand même faire une mini recommandation pour les gens qui auraient envie d'en savoir beaucoup plus sur la Neo Geo, parce que nous, on a toujours eu pour objectif de pas faire du Wikipédia et de pas forcément rentrer dans la technique et de plus parler de notre ressenti. Mais si vous êtes intéressé par des anecdotes et vraiment des trucs beaucoup plus techniques sur la Neo Geo, je recommande le podcast de mo5.com dédié à la Neo Geo, où là, vous allez apprendre plein de choses, donc sur la conception de la console, sur ses objectifs, sur son développement et sur sa technique. C'est passionnant et c'est très documenté, comme beaucoup de podcasts de MO5 de toute façon, donc je ne peux que vous les recommander. Voilà, ma vraie recommandation, c'est le dernier album de Andrew WK. Andrew WK, que vous connaissez peut-être si vous avez vu la conférence Bethesda à l'E3 cette année. C'est lui qui était sur scène et qui a interprété un morceau qui a, on va dire, été reçu de manière un petit peu tiède par le public de la conférence, qui je pense n'était pas venu pour ça. Mais il reste que Andrew WK, c'est un mec extraordinaire qui fait du bon gros rock bourrin, et qui a un mental et une positivité incroyable. Son premier album, qui pour moi a été jusqu'ici son meilleur, s'appelait I Get Wet, et sur la jaquette de ce premier album, on le voit saignant du nez, et c'est un peu emblématique, mais sur son premier album, la moitié des chansons ont parti dans le titre, parce que c'est un mec qui t'explique que pour être heureux dans la vie, il faut faire la teuf, et que son objectif c'est de te faire la teuf, et ses concerts sont formidables, et je vais justement le voir là ce mercredi, au moment où l'émission sort, et je suis super impatient parce que ces concerts c'est absolument furieux, c'est extraordinaire d'énergie, de puissance, de vivacité. Et c'est certainement pas vivacité le mot que je voulais dire, mais son dernier album donc s'appelle You're Not Alone, et je trouve que c'est son meilleur depuis le premier. Il a inclus entre certaines chansons des messages de positivité, puisqu'il est aussi il fait aussi des séminaires où il parle de dépression, puisqu'il a été sujet à la dépression à une époque, et il explique aux gens comment il s'en est sorti, et ses conseils si vous êtes sujet à la dépression. Et voilà, You're Not Alone, c'est un pur concentré de bons moments, d'énergie, de musique un peu bourrine, mais ça met la patate. Je recommande chaudement cet album si vous êtes un peu client. Après, si vous n'avez pas du tout aimé ce que vous avez vu lors de la conf Bethesda, vous n'êtes pas obligé d'essayer, hein, mais je vous le recommande quand même. Daniel, à toi. Je vais faire plein de recos aujourd'hui, là, parce que je suis chaud bouillant. Je vais d'abord recommander un film qui s'appelle The Meg, en eau trouble. Parce que je le recommande ici, c'est parce que si je le recommande à Super Ciné Battle, papa va me contredire. Et parce que je veux dire, il n'a moi, pas j'ai aimé vu Rampage. Personne d'autre n'a aimé The Meg, donc tu peux y aller ici. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas d'avis. Non, mais papa, il n'a pas aimé Rampage. Et toi, je sais que tu es sensible au charme de Rampage. Donc, The Meg, c'est le nanar sous les eaux. C'est Rampage subaquatique. C'est Jason Statham qui affronte un requin en lui plaçant des shoryuken, justement. C'est hilarant. C'est Jason Statham qui joue Jason Statham. Il pourrait pas jouer autre chose. Il le joue en plissant les yeux. Il le joue. Il est colère. Il en a ras-le-bol d'aller sauver des gens sous l'eau. Alors il boit des bières et puis finalement il y a tous les Chinois qui viennent le chercher parce que c'est un film coproduit par les Chinois, donc il se passe en eau territoriale chinoise et ça se voit beaucoup. Tous les autres personnages sont ridicules ou des caricatures d'eux-mêmes, à tel point que même le noir, il dit « Quoi ? Je travaille sur une station aquatique et il faut nager et je sais pas nager. » Tu vois, c'est à ce niveau de cliché ridicule. C'est 50% hilarant, 50% pathétique, c'est 100% Statham. C'est vraiment, si vous cherchez le nanar de ce deuxième moitié d'année, je pense que c'est ça. C'est moins bien que Rampage, mais ça reste quand même très très ridicule. Il y a un peu de grossophobie quand il y a le petit enfant chinois qui va avec la glace sous l'eau, dans l'eau, et puis finalement il y a le requin qui arrive, parce que le requin est gigantesque.
Il y a, Faut il y a le un dire, petit peu de tout. The Meg, c'est parce que c'est un mégalodon, donc c'est un gigantesque requin. C'est une espèce éteinte, a priori. The Meg et ouais, alors moi au début je me disais mais c'est quoi The Meg, et oui en fait c'est exactement, c'est le requin, c'est une espèce qu'on croyait éteinte et en fait non, elle a survécu parce que dans l'eau, quand on va très très profondément dans l'eau, et ben il y a une sous-couche d'un autre monde alternatif sous l'eau, et c'est là-bas où se trouvait Je suis le presque déçu mégalodon. que ça soit l'explication. Moi, j'aurais espéré que tu me dises que l'espèce elle a survécu en mangeant des petits gros chinois. Il y a tous les mauvais acteurs des séries que tu aimes. Il y a le japonais de Heroes, souviens-toi, tu sais. Oh putain, Save oui. the Cheerleader, Save the World, il est là. Il y a Ruby Rose, qui est très 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 mauvaise, comme d'habitude avec Ruby Rose. Et il y a Li Bingbing, qui est quand même une actrice quand même de renommée en Chine. Sauf que là, en ce moment, on ne la retrouve plus, puisqu'il y a une histoire d'escroquerie des impôts, et donc du coup elle a pas donné signe de vie depuis quelques mois, je ne sais pas, est-ce que pour la promo de The Meg elle a disparu, voilà, elle se cache en ce moment, Li Bingbing. Et puis bien sûr il y a Jason Statham, mais Jason Statham il est ridicule quand il joue sérieux, il est ridicule quand il joue pas sérieux, il est ridicule quand il essaye de se taper la meuf mais on comprend pas qu'il veut se taper la meuf. C'est risible, c'est un film risible. Et du coup, 50% nul, 50% rigolo, 100% Statham. Voilà, je vous recommande The Meg. Je le recommande ici. Et si vous voulez vous taper vraiment une crise de rire, un des meilleurs podcasts au monde, How Did This Get Made? D'habitude, ils s'attaquent plutôt aux films anciens. Et là, ils ont fait The Meg. Ils se sont dit, vas-y, allez le voir au cinéma. Comme ça, on pourra en parler. Et ils ont fait un épisode spécial de How Did This Get Made? Avec des invités, dont Adam Scott, évidemment, parce que Adam Scott est invité un épisode sur 2. Et aussi la présentatrice et stand-upeuse Nicole Bayer, qu'on peut voir dans la série Nailed. C'est une série c'est des battles de cupcakes sur Netflix, où ils jouent à essayer de faire le cupcake le plus ressemblant par rapport à un modèle. Et à chaque fois, évidemment, ils prennent que des nuls pour le faire. Ils prennent pas genre des super cuistots, donc voilà. Donc c'est un épisode hilarant de How Did This Get Made à écouter après avoir vu The Meg. Ils sont vraiment hilarants. Il n'y a pas à chier. Enfin, Jason Mozzukas, il me fait hurler de rire, ce mec. Et puisque j'ai eu le temps de bouquiner pas mal, je vous conseille aussi la sortie de... j'en avais déjà parlé de ma passion pour Kelly Thompson. Kelly Thompson, c'est un peu la nana qui gagne en ce moment à Marvel. Elle a fait pas mal de projets un peu sous le radar et qui sont assez rigolos. En ce moment, elle écrit Mr. and Mrs. X, qui sont les aventures de Gambit et Rogue, qui se sont mariés. Et voilà, c'est rigolo parce qu'ils font leur lune de miel complètement catastrophique. C'est assez marrant, ça explique pas mal de choses sur le couple. Ça m'a permis de m'intéresser à Gambit, un personnage que j'exècre. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'elle a lancé un comic qui s'appelle West Coast Avengers. Alors, c'est pas le premier West Coast Avengers, ça s'est vu plein de fois. La West Coast, c'est là où tu habites. Sauf que là, c'est Hawkeye la fille et Hawkeye mec qui fondent leur West Coast Avengers, sauf qu'ils n'ont pas de budget. Alors, ils peuvent pas payer les super-héros, donc ils ont un peu des super-héros qui se dévouent, et donc ils ont Gwenpool, où ils ont Quentin Queer. Est-ce que tu te souviens de Quentin Queer de New X-Men? Oui, il est là aussi. Rappelle, ouais. C'est une équipe de bras cassés, et leur première mission, c'est justement de se battre contre des requins avec des pieds qui courent dans les rues de Los Angeles. Donc Moi, je suis client juste parce qu'il y a les deux Hawkeye de toute façon. Et elle écrit super bien, elle est vraiment très très douée. Et le twist, c'est que Quentin Queer, lui, son financement, il a dit attendez, les financements, je m'en occupe. Et en fait, il débarque avec une équipe de Real TV qui les suit tout le temps. C'est hilarant. Le premier numéro et là, les requins qui courent dans les rues de Los Angeles, ce n'est que le début du comics, parce qu'à la fin, ça se termine en... Je peux pas le spoiler, mais c'est hilarant. C'est uniquement en Voilà. floppies pour l'instant, c'est pas en TPB. C'est uniquement en floppy. Je D'accord. pense qu'il faudra attendre 6 mois que ça sorte en TPB, donc un peu plus tard en France. D'accord. Voilà, West Coast Avengers, si vous voulez vraiment vous taper... Parce que moi, je continue à lire en floppy. J'ai mon suspense tous les mois, c'est assez rigolo. Voilà, je crois que j'ai fait pas mal de recos pour cette fois-ci. Et tu sais quoi? Je crois qu'on est bon. Eh ben ouais, je pense qu'on a... Attends, on a haté, on a dit du bien, on a été pas mal là. On a été pas mal. On dédie cette émission à
Stéphane Boulet, petit ange parti trop tôt dans les montagnes, et dont c'est la rentrée lundi, donc comme il nous écoute pas en ce moment, Non mais j'imagine. si sa rentrée c'est lundi, ça veut dire qu'aujourd'hui il est encore en vacances. Hein, moi c'est comme ça que je le vois si tu veux. Ah, c'est vrai. Ah, comment tu l'as Ne mauvais. jamais oublier qu'il est tout le temps en vacances ce mec là. Benji, ouais mais attends, c'est quand même assez compliqué ce qu'il fait comme métier. Ah oui, non, Benji. Mais, Ah mais je dis pas ça, c'est toi aussi t'as un métier compliqué avec tes chiffres qui bougent comme Matrix. Voilà. Benji, où peut-on te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Twitter, KWYXZ, on peut me retrouver dans After Eight, sur aftereight.fr, on peut me retrouver dans Parle à mon Luc. Je te signale que j'ai reçu mon DVD, donc il va être en enregistré à un moment. Et puis... Alors, je te dis la semaine prochaine. Et puis peut-être que lundi qui vient, donc il y a 2 jours quand vous écouterez cet épisode, je vais twitcher un peu, puisque j'aurai du temps libre vu que c'est un jour férié, mais je ne garantis rien. De toute façon, si vous entendez ce message et que vous ne l'avez pas vu, vous l'avez raté. Vous pouvez le regarder en replay peut-être. Tu vois, c'est la rentrée. C'est la rentrée, donc on peut dire à papa quand même d'enregistrer. Il en a rien à foutre de la rentrée. Oui, faudrait qu'il puisse enregistrer pour Angela quand même. C'est important. C'est une œuvre majeure de l'œuvre bessonienne a priori. Ouais, c'est vrai. J'ai dit 2 fois œuvre en une phrase. Toujours est-il que voilà, c'est à peu près tout. À toi. Et ben moi, c'est Camille Robotique sur Twitter. Et vous pouvez aussi me retrouver sur After Eight, Super Ciné Battle, MDR qui reprend. La saison reprend pour MDR, donc je me tape aussi des comédies qui sont pas toujours très très drôles. Mais bon, écoute, j'essaye de garder la foi. J'en ai vu une en Projo Press aujourd'hui et c'était pas mal du tout. Et j'en parlerai bientôt dans MDR. C'était pas mal du tout. Du coup, je suis pas certain de si c'est pas mal ou pas. Excuse-moi. Non mais Oh du là coup, là, elle était bien ou pas? Elle était bien ou pas du coup? Non, en fait, je vais t'avouer un truc, c'est que j'ai fait cuire du riz là pendant le temps de l'émission. J'ai préparé un bouillon et je prépare un gyudon et là je commence à avoir méga la dalle. Mais quel est le rapport avec ta comédie, Daniel? Elle était bien ou pas? Donc absolument rien. Bon, d'accord. Et vous pouvez retrouver aussi les articles. J'ai écrit un article sur Dragon Quest 11. Ah, j'ai complètement oublié de dire ma reco du moment, c'est Dragon Quest 11. Il sort mardi. Il est sorti hier. Allez-y. Donc Dragon Quest 11. Ah merde, encore un jeu qu'il faut que j'achète sur PS4, c'est ça? Ouais, j'ai écrit tout un bouquin sur Dragon Quest, donc voilà, vous pouvez tout lire les chapitres sans vous faire spoiler maintenant que le jeu est sorti. Il est sorti sur Switch ou pas en Occident? Non, il sortira... S'il sort en Occident, ça sortira dans longtemps. Oh là, mon gars. Ouais, mais j'ai pas encore fini le 6, alors j'ai encore le temps, non? Ah oui, là t'as complètement le temps. Oh, ça va. C'est vrai. Et donc, Dragon Quest 11 est sorti, donc j'ai écrit un article sur Dragon Quest 11... pour le monde. J'ai normalement 1 ou 2 tests pour Gamecult qui arrivent très très bientôt si j'arrive à refaire les balises parce que j'ai toujours un problème pour taper les balises et finalement écrire des textes un peu compliqués pour Gamecult et pas mal d'autres choses comme ça, mais je vous tiendrai au courant et je les tweeterai bientôt. Il y a le TGS en ligne de mire bientôt. Ah bah oui, c'est vrai, tu vas faire des tours d'hélicoptère à Tokyo. Alors, t'as pas le droit de survoler Tokyo aussi facilement, tu le sais. et surtout, s'il y a des tours d'hélicoptère, je me les paierai moi-même, tu vois. Oh, t'es tellement... Ouais, c'est mauvais esprit tout ça. Voilà, c'était voilà. un peu de hate, voilà. Très bien. After Eight disponible sur le site aftereight.fr. On est disponible aussi sur YouTube. Et on vous recommande... d'aller sur iTunes et de laisser un commentaire, de laisser une note, si possible positive. Si vous l'avez raté, écoutez l'épisode 65, l'After Quiz. Ah non, 66, l'After Quiz, pardon. Faut écouter le 65 aussi si vous l'avez raté. Il y a tellement de gens qui m'en ont parlé de l'épisode 66. Écoute, c'est vraiment que tant de flatterie pour toi et c'est mérité. Tu sais quoi, je l'ai écouté comme un auditeur habituel. Et en fait, putain, la qualité de production, c'est vraiment super. J'ai adoré cet épisode. Eh ben, j'ai adoré le faire et je suis très content que ça ait plu. Mais si vous l'avez raté, voilà, n'hésitez pas à écouter l'After Quiz épisode 66. Et alors, pour l'épisode 69, je peux te dire, je vais te préparer une spéciale. Ça va s'appeler l'After Motus. Où il faudra épeler les trucs qu'on hate. Ça va être concept, hein. Écoute, si ça marche, hein, pourquoi pas. Voilà. On vous remercie beaucoup et on vous embrasse très fort. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao. Bisous.